Pour ceux qui sont habitués de nos conférences, il va y avoir une petite modification. Il a été convenu avec notre ami Pierre-Guillaume Deroux, ici présent, que ce ne serait pas, disons, un discours ex cathedra, comme vous avez l'habitude d'en entendre, de la part d'un intervenant. Ça va être une petite introduction, disons, que je vais essayer de servir des questions aussi intelligentes que possible à notre invité avant que vous puissiez l'interroger. Nous nous réunissons ce soir autour du dernier livre de Richard Millet, Le corps politique de Gérard Depardieu. Pour les plus jeunes d'entre vous, ils ne doivent pas voir ce qu'est le corps politique de quelque chose, c'était les deux corps du roi. Il y a le corps physique du roi, qui est mortel, et le corps politique, ce qui est d'ailleurs la première forme de l'État, qui lui est immortel, d'où le roi est mort, vive le roi. Le roi est mort physiquement, mais l'institution royale continue, et d'un côté, et c'est ce parallèle saisissant, Gérard Depardieu n'est-il pas, d'un certain côté, le dernier symbole du corps français? Car à titre de lecteur, je dois dire que j'en ai énormément appris sur Gérard Depardieu, dont l'âge fait que je n'ai pas pu suivre la totalité de la filmographie. Mais au-delà d'un livre sur le dernier grand acteur français, certainement, c'est surtout un livre, je pense, moi c'est ce qui m'a le plus touché, un livre sur la France et sur le regard qu'on peut jeter par rapport à Depardieu, donc c'est-à-dire une durée assez courte, des années 70 à nos jours, cette durée que un autre de nos camarades, Éric Zemmour, a appelé la durée du suicide français. Vous l'avez peut-être vu qu'en ce moment ça ferraille un peu sec, si j'ai bien vu, même si l'hygiène mentale m'interdit de regarder Aymeric Caron, donc vous me raconterez. Voilà, si vous voulez, on n'est pas là pour se faire du mal. Pour commencer, je voudrais vous rappeler juste, et ça va nous servir parce qu'il y a un lien qui moi m'a sauté aux yeux, pour ceux qui étaient déjà là, quand nous avions eu le plaisir de recevoir Richard Millet. C'était suite à un texte trop littéraire pour notre époque et incompris de la part de la masse des commissaires aux idées propres, comme les appelle, à mon avis très bien, Pierre-André Taguieff. Et rappelez-vous, quand Depardieu est parti en Russie, ce pays où tout le monde sait qu'il n'y a que des barbares de toute façon, et qu'un barbare rejoint les barbares donc, il avait été appointé par un sympathique lauréat du prix Filippetti de la culture, qui est Monsieur Toretton. Peut-être que ça vous dit rien. C'était Capitaine Conan. Un rôle assez engageant de soldat mutiné du front d'Orient, et qui avait des phrases audiaresques qui politiquement l'auraient peut-être emmené vers des extrémités que je ne nommerai pas par souci de la loi, et qui s'est retrouvé commissaire aux idées propres dans Libération, vous savez, ce truc d'exposition qu'on voit dans certains kiosques, un texte sur non, ne demande pas le respect, pas toi. Et d'un côté, c'est cette meute qui, à mon avis, réunit à la fois le symbole Depardieu et l'écrivain
qui lui a consacré à la fois cet essai d'un vrai amateur de cinéma, parce que on va dire qu'il y a des lectures extrêmement inspirées de certains films, mais en même temps le regard du grand écrivain sur une France qui ne s'appartient plus, qui ne se ressemble plus. Et j'aimerais savoir à quel moment avez-vous décidé de consacrer à Depardieu ce corps politique? Est-ce qu'il faut que je me lève? Ça sera plus simple. Oula, impressionnant. Le corps politique de la salle. Je ne sais pas, j'avais envie d'écrire sur Depardieu depuis longtemps, mais je crois que les commissaires du peuple, notamment le Navet, l'ex-Navet qui servait de Premier ministre, qui avait eu quelques mots aimables à l'égard de Depardieu, et qui avait eu d'ailleurs les mêmes, ou à peu près à mon égard, 1 an et demi plus tôt, Hérault pour ne pas le nommer, ça m'a décidé, si vous voulez, à prendre la plume pour écrire ce sur quoi d'ailleurs j'avais envie d'écrire depuis très longtemps. Parce que Depardieu, ce n'est pas un acteur comme les autres, c'est une banalité que de le dire, mais c'en est une autre que d'écrire sur un tel monstre. Monstre au sens, bien sûr, sacré. Donc, voilà. Pour d'autres raisons aussi, probablement, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dans le décalage et dans l'excès. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque Depardieu joue, on a toujours l'impression qu'il en fait trop. Et qu'il en fait trop un petit peu. Et c'est dans ce peu, ce léger décalage, ou excès, appelez-le comme vous voudrez, qu'il est le meilleur. Et à partir du moment où cet excès se retrouve, déborde dans son existence, il y a un sens qui est extrêmement intéressant. Surtout quand il horripile les commissaires du peuple et les gardes rouges, donc parfait. Donc mère Rose Bonbon. Mais elle, justement, si on prend les premiers films de Depardieu, il y en a un qui revient sur votre plume, c'est Les Valseuses, de reprise. Et vous en avez une lecture qui, à mon avis, particulièrement pour ceux qui n'ont pas pu le voir, à mon avis, est importante dans ce contexte des années 70, où Depardieu, à travers ce film-là et d'autres, donne une vision, disons, qui n'est pas du tout 68 art, même si elle a pu être prise comme telle. Est-ce que vous pourriez la détailler un petit peu, s'il vous plaît? Donc, Les Valseuses, 74, 40 ans, ce n'est pas rien. Donc 6 ans après la pseudo-révolution de 68. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on voit au fond dans ce film? On voit le début de la crise de l'Occident. On voit Depardieu et Devers, parce qu'on pourrait parler aussi de Devers, c'est extrêmement important, parce qu'il y a une espèce d'effet de gémilité, de dioscure qui est extrêmement intéressante. L'un s'étant suicidé, forcément, j'allais dire, puisqu'il ne pouvait pas y avoir deux types comme ça sur le marché. C'est un peu la même chose qu'on a vu avec Delon et Maurice René. René s'étant suicidé d'une certaine façon, à l'alcool. Donc, 74, Les Valseuses, film pseudo-libertaire, pseudo-68 art, en réalité, il n'a rien de tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit deux voyous, appelons-les comme ça, on dirait aujourd'hui quoi? Racaille? Non, pas tout à politiquement fait. correct. Ah, politiquement correct. Ah, là je suis pas doué, quelqu'un peut m'aider? Loubard. Non, Loubard, ça vient d'autre chose d'un côté. Ce sont des zonards. Oui, des zonards, on dirait zonards. Qui passent leur temps à subvertir, mais pas du tout ce qu'on croit, ils subvertissent tout. Et pour moi, le centre de ce film, c'est pas du tout ni la célibicine de la petite culotte où Depardieu renifle et devine l'âge de la fille, 16 ans, 16 ans et demi, enfin vous connaissez tous ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le moment où... S'il y a un moment extrêmement intéressant, je trouve, c'est à la fin, quand il... Pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre mot, quand il baise Isabelle Huppert, qui doit avoir 18 ans, qui était encore, à l'époque, baisable, et...
C'est filmé? Oui, mais on fera les coupes. On fera les coupes. On fera les coupes. Qui n'était pas encore totalement de gauche. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'on retrouvera ce dispositif de viol ou de pseudo-viol dans La vie de Depardieu et dans d'autres films. C'est pour ça que j'en parle. En fait, le centre de ce film, c'est une scène dont on se souvient rarement. C'est Depardieu et Devers qui vont attendre Jeanne Moreau qui sort de prison. Jeanne Moreau à qui ils offrent des vêtements, un dîner superbe au bord de la mer, qu'il, il n'y a pas d'autre mot, baise à deux dans un hôtel, et qui, pour finir, se suicide d'un coup de revolver dans le vagin. Alors, il faut lire cette scène. Elle est extraordinaire parce que c'est une espèce de, comment dirais-je, de prémonition ou de lecture du nihilisme contemporain, avant qu'il se mette en place, avant qu'il soit véritablement catégorisable comme thème. Et ça, c'est passé sous silence par tous les amateurs de cinéma, tous de gauche ou la plupart, parce que c'est une scène qui dérange, mais au sens noble du mot, pas au sens arrogatif du mot. Donc, je veux dire par là que si on lit cette scène comme telle, c'est-à-dire comme une espèce de préfiguration du nihilisme contemporain, on voit que Depardieu incarne notre époque, de la même façon qu'on le retrouve dans d'autres films de Blier, qui sont tous prémonitoires, mais pas seulement Blier, mais aussi les films par exemple que Depardieu a fait avec Ferreri, qui sont complètement oubliés aujourd'hui. Malheureusement, ce n'était pas La Grande Bouffe, mais c'est d'autres films comme Touche pas à la femme blanche, enfin, je crois, et Rêve de singe, et des choses comme ça. On voit quand même Depardieu se couper le sexe avec un couteau électrique, alors qu'il est en face de lui Ornella Muti, jeune. Je veux dire par là que ça avait quand même du sens, vous voyez. Et les films de Ferreri, comme ceux de Blier, n'ont pas été lus, n'ont pas été vus, n'ont pas été entendus surtout. Or, il disait tout ce qui se passe aujourd'hui. J'étais un peu long, pardonnez-moi. Non, bien au contraire. Si vous voulez, il y a un point, je rebondis sur ce que vous avez dit sur cette scène terrible avec Jeanne Moreau. Sur cette infertilité, disons, définitive et voulue, qui est d'un côté l'une des grandes causes, même si on se l'avoue peu, du déclin et de la décadence que nous sommes en train de vivre. Il y a le Depardieu, évidemment acteur, mais il y a le Depardieu homme qui l'a d'un certain côté vécu, mais vécu de l'autre côté, c'est-à-dire cette impossibilité dans l'époque qui est la nôtre, d'un côté du passage et de la filiation. Si vous voulez, vous avez un passage d'ailleurs qu'on peut trouver un peu dur par rapport à la figure de son fils, tout à la fin de l'ouvrage. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir sur cette impossibilité de transmettre d'un certain côté qui est très marquante chez l'homme et chez l'acteur d'un côté de Depardieu dans certains de ses rôles. Je ne sais pas si Depardieu ne transmet pas, mais en tout cas, la question Depardieu père et fils, c'est une question tragique absolue, mais si on sort du tragique familial proprement dit, dont je ne veux pas me mêler, encore qu'on puisse trouver peut-être étrange qu'un fils veuille absolument défier le père sur un terrain où de toute façon il était perdu d'avance. C'est extrêmement intéressant, parce que la sœur Julie Depardieu, qui n'est pas une grande actrice, une actrice moyenne, ne pouvait pas rivaliser avec lui puisque c'est une femme. Mais que le fils affronte le père, là il y a quelque chose d'éminemment tragique, et qui d'ailleurs s'est incarné dans la vie de Guillaume Depardieu, puisque même si c'est pas Depardieu qui l'a tué proprement dit, il est mort, le destin, la fatalité, tout ce que vous voulez, l'ont tué. La drogue, etc. Ce qui est intéressant peut-être là-dedans, c'est peut-être la question de la paternité. Il me semble que l'Occident est rongé par peut-être l'impossibilité d'être père, ou en tout cas d'être un père assumé. Il me semble que le père aujourd'hui, d'abord est déchu de sa majuscule, et en outre, probablement,
ne peut exercer sa paternité que sous, disons, les projecteurs d'un féminisme triomphal qui, lui, reprend tous les attributs de la paternité pour se les approprier. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais il me semble que Depardieu, père et fils, ont pâti probablement de ça. Je parle de façon non psychologique parce que le discours psychologisant de l'époque vous dira que, etc., si le père avait été un vrai père, il n'aurait pas laissé son fils se droguer, patati patata, c'était un gosse de riche, enfin vous voyez tout ce qu'on peut... Bon, en sortant de la psychologie des magazines féminins, et en même temps, comme acteur, si on va plus loin, et pour vider l'abcès de la cruauté complètement, Guillaume Depardieu, il est évident que ce n'est pas un grand acteur. Je l'ai vu, vous l'avez vu certainement dans divers films. Voilà, il joue dans l'ombre du père, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ombre du père lorsqu'on s'appelle Depardieu, parce qu'on ne peut pas se faire un prénom, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose, il y a une histoire très balsacienne probablement, qui s'est nouée et qui s'est défaite. Il faudrait écrire le roman au fond de Guillaume Depardieu. Je vous lance. C'est comme Alain Delon et son fils. Qui? Delon et son fils. C'est vrai, c'est le même genre, sauf qu'il n'est pas mort. Il n'est pas. Ouais, Il y a un film de Depardieu où il reprend ce thème balsacien du rapport entre les couples, qui est joué avec Carole Bouquet. Et l'idée, c'est que l'argent modifie le rapport au couple, le rapport entre les générations, les questions de transmission. Et l'homme a du mal à trouver sa place à cause de ça. Quel film? Trop belle pour toi. Trop belle pour toi? Non, c'est pas ça. C'est ça? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Trop belle pour toi. Trop belle pour toi. Oui, de Blier, oui, effectivement. Exactement. Justement, ce rapport, je remercie pour le rebond, parce que il y a dans le personnage de Depardieu, d'un côté, ce rapport totalement, il y a aussi, vous l'analysez, ce rapport totalement qu'on qualifierait d'anachronique par rapport au monde culturo-mondain dont nous sommes tous à l'extérieur et contents de l'être. Il y a un rapport anachronique à l'argent, d'un certain côté. C'est qu'il est, vous l'avez dit tout à l'heure, il est excessif. Mais il est excessif dans un certain sens, dans sa vie comme dans ses rôles. C'est qu'il est excessif, drôle et gratuit. C'est-à-dire qu'il, par exemple, quand je crois qu'il a dit il y a quelque temps qu'il buvait combien 14, qu'il pouvait boire 14 litres d'alcool jour. Bon compteur, mais d'un côté, le fait même qu'il le dise, outre un sens de la parodie de lui-même, dans toute façon une sphère médiatique qui n'est plus que parodique, il y a ce côté, est-ce qu'il n'y a pas un rapport au fond très, très vieille France, très gaulois à l'argent, à la dépense, à la gratuité qui a totalement disparu du monde à la fois des lettres ou des post-lettres et du monde du cinéma? C'est un peu comme cet acteur américain, Orson Welles, fait beaucoup penser à Orson Welles à la fin de sa vie, qui était devenu extrêmement imposant, qui écrasait ses cigares sur les rideaux de l'hôtel Meurice. Vous voyez des choses comme ça, c'est-à-dire quelque chose d'excessif, complètement excessif, mais de tout aussi génial que Depardieu. Mais effectivement, Depardieu est plus gaulois au sens, si c'est encore possible d'en parler, noble du mot. N'oubliez pas que c'est le fils aussi de quelqu'un qui était... Je l'ai vu à la télévision l'autre soir, hélas. Malheureusement, il était hors alcool, donc il était extrêmement éteint, extrêmement terne. Probablement, l'éditeur avait dû lui dire de ne rien boire avant d'aller se présenter devant le commissaire de TF1. Et il a dit que son père, il a fait une distinction, son père n'était pas alcoolique, mais était un ivrogne. Là, il y a une distinction extrêmement subtile. Quelle est la différence entre ivrogne et alcoolique? C'est que l'ivrogne peut ne pas boire tous les jours, peut ne pas être sous forcément tous les jours. Donc, effectivement, je pense que c'était le fils d'un ivrogne, illettré, extrêmement intéressant, et il accomplit ce destin
il est parti de rien. Donc là aussi, il y a tout un roman qui n'a pas encore été écrit, que lui-même n'écrira jamais puisqu'il n'écrit pas, malheureusement. Et ce destin est excessif. Maintenant, pourquoi? Il est excessif par rapport aux normes de l'époque. Déjà, l'alcoolisme, c'est dans l'époque hygiéniste où nous vivons, c'est tout à fait répréhensible. Quand il revient, par exemple, pour expliquer à la presse qu'il va fonder une marque de vodka bio en Russie, je trouve que c'est un pied de nez absolument génial à la bêtise contemporaine. Tout est dans le bio. Je vais faire une marque de vodka, mais bio. Donc, les interlocuteurs ne pouvaient rien dire parce que c'était bio. Donc, Depardieu est là, il joue avec les mots, il n'écrit pas, mais il joue. Sa vie est un texte. C'est un texte parallèle à la bande-son officielle, si vous voulez, de ses films, et cette bande-son est prodigieuse. D'autant plus prodigieuse qu'il est capable de la déployer hors film, hors cinéma, par exemple lorsqu'il lit les Confessions d'Augustin. Ça, il fallait quand même le faire aussi parce que les commissaires du peuple n'étaient pas forcément... C'était pas là qu'ils l'attendaient, donc... Oui, ils ne sont pas d'une christianophilie débordante non plus. Non, je crois que... Mais justement, ce rapport de Depardieu au texte, vous l'avez très bien dit, il a été élevé dans un milieu, disons, qui n'était pas un milieu de contact avec les livres. Et pourtant, il y a une phrase qui est terrible et que je n'ai trouvée que dans votre livre, dit que on a les acteurs d'un côté que je paraphrase, enfin, si vous voulez, comment dire, je résume à grands traits. On a les acteurs qu'on mérite, car ils n'ont pas de culture, ils ne connaissent pas Gilles de Rais. Étonnant d'avoir choisi cette référence-là, et étonnant d'un homme qui, vous le dites à plusieurs moments, enfin vous l'écrivez à plusieurs moments, disons, est l'un des derniers à avoir l'un des derniers acteurs en France en tout cas, à avoir une certaine dimension littéraire. Je crois que, d'abord, il faut voir d'où vient Depardieu. Il vient de Châteauroux. Donc, quand vous connaissez Châteauroux, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez que le père puisse être alcoolique, non, j'exagère. Mais, je veux dire, c'est quand même Châteauroux dans les années 40. Depardieu a été sauvé par une chose, c'est par la base américaine de Déole. Voilà. Il y avait, vous le savez tous, une base américaine. Et je le sais, puisque autobiographiquement, je viens de là. C'est mon père qui a travaillé à cette base, enfin bon. Donc c'est pour ça aussi que Depardieu, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais cher, c'est qu'on a presque une origine commune. Et cette base de Déole a représenté l'ouverture à la modernité. Non pas parce qu'ils faisaient du trafic avec les GIs, mais parce que ce qu'apportaient les GIs, c'était la modernité dans une France complètement provinciale et close sur elle-même. Alors vous allez me dire, où est le texte là-dedans? Le texte, Depardieu a compris qu'il y avait un autre monde que Déole et Châteauroux, et il est allé à Paris. Sur qui il tombe à Paris, je franchis quelques étapes, il tombe sur Marguerite Duras. Alors vous allez me dire, Duras et Depardieu à l'époque, c'était quand même le jour et la nuit. Même si, probablement, ils buvaient à peu près la même chose. Mais bon, peu importe, Duras, quoi qu'on en pense, est un des derniers grands écrivains français, il faut quand même le dire, et Duras, je pense, a fait en grande partie son éducation littéraire. Comme tous les, j'allais dire analphabètes, c'est pas ce qu'il était, comme tous ceux qui ne sont pas fait d'études, il s'est imprégné, il s'est imbibé, et il a le génie, justement, de l'éponge. Vous voyez, si je peux dire ça par métaphore, ça veut dire qu'il fait son beurre de tout. Et ça, ça lui permet d'être libre. C'est-à-dire, n'étant pas passé, il le répète beaucoup maintenant aujourd'hui, je ne suis pas passé par le lycée, donc j'ai la liberté absolue de penser. J'allais dire, c'est pas seulement le lycée, il n'est passé par rien de ce par quoi les autres passent, donc il n'a de compte à rendre au fond à personne. Et ce qui en fait, justement, un homme complètement libre. Est-ce qu'il est fasciné par Gilles de Rais? Ah, pardon, je répondais pas sur Gilles de Rais. Alors, Gilles de Rais... La référence est étonnante. Oui, la référence, probablement parce qu'il était en train de, je sais pas quoi, de lire ou de... Peut-être le texte de bataille, qui sait, sur Gilles de Rais, mais les minutes du procès, mais effectivement, ça serait Gilles de Rais ou autre chose, ça aurait pu être n'importe quel autre nom. C'est pour montrer que, j'imagine, tous les petits acteurs d'une autre génération
sont comme à peu près tous les jeunes ou les moins jeunes de cette génération qui vient, à peu près incultes. Voilà, en gros c'est ça ce qu'il voulait dire. Donc, mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que si on ne connaît pas Gilles de Rais, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'histoire de la littérature française et même l'histoire de France. Et si on ne connaît pas l'histoire de la littérature française, on ne connaît pas l'histoire de la langue. Si on ne connaît pas l'histoire de la langue, comment est-on capable, comment peut-on déployer en tant qu'acteur cette langue? Alors il me semble que comment dire, Depardieu travaille aussi bien à l'instinct, il a une espèce de sens de la langue, d'instinct formidable de la langue, que parce qu'il sait aussi aller très vite au vrai texte. Je rappelle quand même que Depardieu, dans les années 70, a joué des pièces de Peter Handke. C'est quand même pas rien. Je veux dire, il a fait, hélas, des films avec Claude Zidi, mais il a aussi fait des Peter Handke. Vous voyez, donc il est capable de cet écart que, je pense, aucun autre acteur de la génération d'avant lui, qu'il a tous tués, c'est-à-dire Belmondo, Delon, par exemple, même Noiret, n'ont pas réussi à avoir. En Noiret peut-être un peu plus, mais il n'avait pas l'ampleur. Avant de passer à un échange, disons, plus collectif, justement, là je rebondis sur ce sens de la langue qui va avec un certain sens de l'histoire. Il a un rapport torturé à la France d'un certain côté, aujourd'hui. Parce qu'il est à la fois l'un des Français, en tout cas le Français le plus célèbre, qui s'est évadé du mur de l'Ouest. Le mur de l'Est est tombé. Le mur de l'Ouest va peut-être nous tomber dessus, mais ça a priori pas tout de suite. Et en même temps, vous l'avez dit très récemment dans un interview, vous étiez aux États-Unis, et si Hollande, personne ne voit qui c'est, Depardieu, tout le monde sait qui c'est. Enfin, presque tout le monde. Or, quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. Donc, pourtant, sa carrière américaine a tourné court. Faut le reconnaître. Il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre là-bas. Mais mais ce qui est drôle, c'est ce rapport à la France, c'est-à-dire lui, l'exilé aujourd'hui, est à la fois d'un côté le visage français le plus connu certainement à l'international. En tout cas, dans cette zone-là, on peut. Là, vous allez peut-être m'incendier tous, mais en Asie, c'est là où je connais, il y a un autre acteur français qui est très 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 connu. C'est Reno. Étonnamment, tout ce qui est Corée, Japon, Chine, c'est une adoration pour lui qui est surprenante. Mais c'est ce rapport à la France qui est. Est-ce que pour vous, ça se ressent, ce rapport, disons, torturé qu'il semble avoir à la France, c'est-à-dire d'abandonner son passeport, on croirait que ça lui fait rien, mais arrivé en Russie, il a des déclarations tonitruantes qui d'un côté le ramènent à notre bon souvenir et doivent le ramener lui à sa qualité première qui est d'être le grand acteur français au sens fort du terme. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, un passeport ce n'est rien, puisque nous sommes dans un pays où le droit du sol existe, donc je ne suis pas sûr que... Bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. J'ai une autre idée peut-être de la nationalité, enfin, pas le sujet peut-être. On va pouvoir passer aux questions, on va couper la caméra, vous inquiétez pas. D'accord. Oh, bon, j'en suis. Ce rapport à la France, je ne pense pas qu'on puisse le voir comme tragique. Je pense que Depardieu... J'ai dit torturé. Torturé, tragique, bon. Je pense que ça ne fait plaisir à personne, si vous voulez, sauf dans un moment de colère, de s'exiler, quoi qu'on en dise. Bien sûr. Même si c'était pour faire un pied de nez aux socialistes. Mais bon. Je pense que la torture, s'il y a une torture chez Depardieu, c'est peut-être d'avoir conscience de ce qu'il incarne, au fond. Ça, il faudrait lui en parler, il faudrait lui poser la question directement, mais je pense qu'il y a un journaliste assez audacieux pour lui poser ce genre de questions, et s'il le faisait, je crois que la réponse serait écartée. Parce que la presse officielle ne veut pas entendre ce genre de réponse. C'est quand même assez étonnant de voir qu'on nous prône la mondialisation quotidiennement, n'est-ce pas, une culture d'aéroport,
et que lorsque quelqu'un dit « je m'exile, je deviens russe », on le traite, pardonnez-moi. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction là que la presse n'a pas souligné. Hein. C'est très étrange. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'au fond, après tout, il applique la mondialisation à la lettre. Regardez. Mais simplement, il est allé chez Poutine, c'est pas bien vu. Ça, c'est pas bien vu. C'est le mauvais endroit. C'est le mauvais endroit. Il serait allé aux États-Unis. C'était beaucoup mieux. Vous voyez? Alors pourquoi la Russie? C'est extrêmement intéressant. Pourquoi ne s'est-il pas arrêté en Belgique? J'ai aucune réponse, mais on peut essayer de rêver là-dessus. La Belgique, c'est un pays qui n'existera plus probablement dans quelques années. Enfin, il n'a pas envie de devenir wallon. C'est pas bon, pourquoi pas après tout, mais bon. Je suis pas sûr que la Wallonie existe encore seule. Ce sera une région française. Voilà. Si tant est que la France existe encore, d'ailleurs, elle aussi. Donc, la Russie. Pourquoi la Russie? Parce que d'abord, là-bas, c'est une star. Il faut quand même le savoir. C'est une star en Russie et qu'après tout, Poutine l'a invité. Donc, il me semble que j'ai dit aussi dans la même interview que si Poutine me donnait le passeport, je le prendrais avec plaisir. Avec un infini plaisir. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui déplaisent à tel point dans le pays où l'on est né, quand on est citoyen, qu'il y a un moment où on peut envisager cette forme d'exil qui ne soit pas uniquement géographique, mais qui soit un exil national. Donc une rupture véritable. Ça, c'est une question peut-être qui se posera de plus en plus, à savoir est-ce qu'on peut décider, puisqu'il n'y a, à part peut-être ici et sur certaines radios, aucun endroit où on puisse affirmer une forme de dissidence. Après tout, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire demander un asile, non pas politique au sens comme il se doit aujourd'hui, mais je ne sais pas comment l'appeler, une sorte d'apartheid projeté dans un autre pays. Enfin, vous voyez, quelque chose de ça. Il me semble que c'est ce que Depardieu a fait. C'est-à-dire qu'il a accompli une trajectoire qu'il a menée de Châteauroux à Moscou, ce qui est quand même pas rien, vous voyez, en passant par Paris. Peut-être aussi avait-il épuisé Paris, parce que Paris, je crois, aujourd'hui, la France n'offre plus assez à un type comme Depardieu. Pourquoi? Non pas qu'il ne puisse pas tourner, mais je pense que parce qu'il a épuisé, il est trop à l'étroit dans la petitesse, dans la mesquinerie du milieu cinématographique qui est aussi médiocre et mesquin que le milieu littéraire ou que le milieu politique. Vous voyez, donc on étouffe dans ces milieux où, pour parler chic comme Bourdieu, excusez-moi, les processus de symbolisation universelle ne fonctionnent plus. Donc il faut aller chercher cette universalisation ailleurs. Voilà. Une toute dernière question qui là sort un petit peu de l'ouvrage et qui porte sur, non sur Depardieu l'acteur, mais sur Richard Millet l'écrivain. Moi, quand on avait eu le plaisir de vous recevoir, c'était un peu de temps après la tempête, qui disons, au confluent de la jalousie littéraire que beaucoup vous portent et de la nullité politique que certains portent sur eux. Revenons pas sur ce sémillant Premier ministre qui était en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes, mais vous avez l'air apaisé d'un certain côté avec cet ouvrage-là. Est-ce que, comme me l'avait dit d'ailleurs un de vos lecteurs qui est dans cette salle, est-ce que aujourd'hui le fait d'avoir un peu brûlé vos vaisseaux, est-ce que ce n'est plus, est-ce que vous êtes apaisé par rapport à ce moment-là qui a dû être extraordinairement difficile? Oui, apaisé, en tout cas éloigné de ce moment. Mais puisque j'ai grandi, vous le savez peut-être, dans un pays arabe, quoique chrétien en grande partie, le Liban, il y a un vieux proverbe arabe que j'aime beaucoup, qui est le suivant: ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord du fleuve et tu finiras par voir passer le cadavre de ton ennemi. Donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé à trouver un peu de paix. Et effectivement, de temps en temps, je vois symboliquement
seulement, hélas, mais je n'espère pas que ça soit physiquement, voir passer comme ça des choses qui me réjouissent.